Alors bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour commenter l'évaluation de chimie sur la séquence comment caractériser quantitativement une solution aqueuse. Alors je vous rappelle, ça commençait par un petit QCM. Donc dans ce QCM, première question, la mole. Donc la mole, c'est l'unité qu'on a créée pour la quantité de matière, parce que on a vu en cours que tout ce qui nous entoure est constitué d'atomes, de molécules ou d'ions, qui sont des choses qui sont extrêmement petites. Et donc il a fallu créer une nouvelle unité qui s'appelle la quantité de matière pour pouvoir les manipuler. Ensuite, pour calculer la masse molaire atomique à partir des moléculaires à partir des masses molaires atomiques, on les additionne, hein. On regarde les atomes qu'il y a dans cette molécule et on additionne les masses molaires de tous les atomes qu'il y a dans cette molécule. Alors maintenant, si on prend cette courbe de dosage, on vous demandait le volume VE, volume équivalent. Est-ce qu'il va aller donc 18, 9 ou 10 ? Le volume équivalent dans un dosage, hein, c'est le moment où on a un saut de pH. Donc ici, on voit que le pH il monte, et d'un seul coup, ça monte fortement. C'est dans cette zone-là que se situe le volume équivalent, et si on regarde à peu près à quel endroit il se trouve, on voyait qu'il se trouvait environ à 10 millilitres. Ensuite, le dosage d'une solution permet de connaître la concentration d'un de ses constituants, hein, c'est le but d'un dosage. Un dosage, ça permet de savoir quelle est la concentration d'un des produits qu'on utilise lors de cette manipulation. Ensuite, pour la courbe, si on revient à la courbe de tout à l'heure, on vous demandait le pH à l'équivalence, est-ce qu'il vaut 9, 6 ou 11,5 ? Si on regarde toujours la même courbe, on voit que le pH à l'équivalence, hein, c'est dans cette zone-là, et dans cette zone-là, on est environ à un pH qui est égal à 9. Au milieu, hein, je vous ai dit, c'est pendant le saut de pH, au milieu du saut de pH que se trouve l'équivalence. Donc un volume équivalent VE qui vaut 10 et un pH qui vaut environ 8. Ensuite, pour obtenir une solution à partir d'un solide, on a vu qu'il faut le dissoudre, donc il fallait cocher dissous. Ensuite, en dissolvant 23 g de soluté dans 100 ml d'eau, on obtient une solution de concentration massique. Alors la formule de la concentration massique, c'est la masse divisée par le volume. Il faut prendre la masse en grammes, le volume en litres. Donc 100 ml, ça fait 0,1 litre. Donc on prenait la masse 23 grammes, divisé par 0,1, ça faisait 230 grammes par litre, qui était la première réponse. Pour connaître la concentration en quantité de matière, il faut... pour avoir la concentration en quantité de matière, il faut prendre la quantité de matière, N, et on divise par le volume, V, en litres, donc c'était la première réponse. Pour prélever sans trop d'incertitude 20 ml de solution, on a vu qu'on utilise au laboratoire une pipette jaugée qui est du matériel de précision pour pouvoir prélever une quantité précise d'un produit chimique. Alors ensuite, on vous demandait dans l'exercice 2 de calculer des masses molaires. Donc, masse molaire de l'espèce chimique C6H10O8. Donc on a dit qu'il faut additionner toutes les masses molaires des atomes. Comme ici, il y a certains atomes qui sont présents plusieurs fois, il faut compter le nombre de fois où ils sont présents. Donc par exemple, le carbone, il est présent 6 fois. Donc on doit prendre 6 fois la masse molaire du carbone, qui est dans la classification périodique, ou qui vous sera donnée si vous en avez besoin. Ça fait 12, donc 6 fois 12. Plus 10 fois la masse molaire d'hydrogène, donc 10 fois 1, plus 8 fois la masse molaire d'oxygène, 8 fois 16, ça faisait 210 grammes par mol. Deuxième question, calculer la quantité de matière Ne de 12 grammes de C6H12O8. La quantité de matière, N, la formule pour la calculer, c'est petit m, la masse dont on dispose, divisé par grand M, c'est-à-dire la masse molaire de l'espèce. Donc nous on dispose de 12 grammes, donc c'était petit m. On divise par la masse molaire qu'on a calculée dans la question précédente, 210, donc 12 divisé par 210, ça faisait 0,057 mol. Voilà pour ces deux premiers exercices. Alors le troisième, donc c'était un exemple de dosage acido-basique. Donc on vous dit qu'on a un dosage acido-basique par colorimétrie qui est réalisé afin de déterminer la concentration en ion hydronium H3O+, d'une solution d'un produit domestique. Le principe du dosage est de neutraliser un acide contenu dans un bécher par une base qui est contenue dans une burette. Ça, c'est dans le cas où on veut connaître la concentration de l'acide. Si ce qu'on connaissait, c'était la concentration de l'acide et qu'on voudrait connaître la concentration de la base, on ferait l'inverse. On réalise donc un premier dosage rapide pour savoir à peu près où va être l'équivalence. C'est le moment où on a un changement de couleur. Donc dans la suite de l'exercice,
On appelle solution A la solution contenue dans le bécher, c'est-à-dire la solution de produits domestiques étudiés, dans laquelle on a rajouté quelques gouttes d'indicateurs colorés, comme celui qu'on a pu utiliser nous-mêmes en TP. Cet indicateur coloré, il est jaune si le pH est inférieur à 7, il est vert si le pH est égal à 7, et il est bleu si le pH est supérieur à 7. On vous donnait le schéma de l'expérience qu'il fallait compléter. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin, donc, ici, d'une burette graduée qui contient la solution dont on connaît la concentration. C'était la base, ici, l'hydroxyde de sodium, de concentration 0,01 mol par litre. En dessous, on met le bécher, dans lequel on met le produit dont on veut connaître la concentration. Ici, c'est le produit domestique, donc qui est acide. Donc, ce bécher contient un volume VA qui est égal à 10 ml de solution A, dont le pH est de 1,85 au départ. Ensuite, dans le bécher, on va rajouter un barreau aimanté pour pouvoir mélanger pendant l'expérience. Et enfin, en dessous, on met l'agitateur magnétique qui va permettre d'agiter, de mélanger les deux solutions au fur et à mesure qu'on va faire le dosage. Pardon. Dans cette expérience, les ions H3O+, réagissent avec les ions OH- pour donner de l'eau. Donc on vous demandait de compléter et d'équilibrer l'équation bilan de cette réaction. La formule chimique de l'eau, c'est H2O. Et donc, si on doit équilibrer cette réaction chimique, il doit y avoir le même nombre d'atomes d'un côté et de l'autre de la flèche. Du côté des réactifs à gauche, du côté des produits à droite. Donc, ici, du côté des réactifs, il y avait 3 hydrogènes ici, plus un autre ici, ça en faisait 4. Donc, comme nous, on fabrique de l'eau, dans une molécule d'eau, il n'y a que 2 atomes d'hydrogène. Ça voulait dire qu'il fallait produire 2 molécules d'eau. 2 fois 2, ça fait bien 4 hydrogènes. Et on vérifie que du coup, on a bien le bon nombre d'oxygène. Dans la molécule d'eau, il y a un atome d'oxygène. Comme on en produit 2, ça fait 2 atomes d'oxygène. C'est bien ce qu'on avait de l'autre côté, parce qu'il y en a un ici dans H3O+, plus un autre ici dans OH-, 2 atomes d'oxygène de ce côté, 2 de l'autre. Mon équation est équilibrée. Alors ensuite, il fallait compléter les phrases de ce qui se passait, qui correspondaient à ce qui se passait durant le dosage. Donc au début de l'expérience, la solution A est de couleur jaune, car on le disait au départ dans le bécher, la solution A, elle a un pH qui est à 1,85, qui était donc inférieur à 7. L'indicateur coloré est jaune dans ces conditions. À l'équivalence, on vous dit c'est quand le pH sera égal à 7. Du coup, pH égal à 7, si on regarde au-dessus, pH égal à 7, on voit que la solution, elle devient verte. Et enfin, à la fin du dosage, on aura rajouté beaucoup de base, donc le pH va être au-dessus de 7. Dans ce cas-là, la solution, elle va être bleue. Donc c'est ce qui correspondait à la troisième affirmation. Après l'équivalence, la solution sera de couleur bleue car son pH sera supérieur à 7. Alors ensuite, premier dosage, donc dosage rapide, on vous donnait dans le désordre, les différentes étapes du protocole expérimental. Il fallait les remettre dans l'ordre, un ordre cohérent, parce qu'on peut éventuellement intervertir certaines étapes. D'abord, dans un dosage, on commence par remplir la burette jusqu'au trait de jauge avec la solution d'hydroxyde de sodium, la soude. Puis ensuite, on va prélever avec une pipette jaugée 10 ml de solution acide de produits domestiques. On va verser ces 10 ml dans un bécher, la solution, et on y ajoute quelques gouttes d'indicateur coloré. Puis on procède au dosage rapide en introduisant millilitre par millilitre la solution d'hydroxyde de sodium dans le bécher, grâce à la burette graduée. Et enfin, au fur et à mesure, on va noter quand va arriver le changement de couleur de la solution qui est contenue dans le bécher. Donc on vous donnait les résultats de cette expérience. On avait donc le volume de base d'hydroxyde de sodium qu'on avait versé au fur et à mesure de l'expérience. Et en dessous, quelle était la couleur de la solution contenue dans le bécher au fur et à mesure toujours de cette expérience. Et on voyait qu'on était passé du jaune au bleu entre 14 et 15 millilitres. C'est donc dans cette zone qu'il va y avoir un saut de pH, que le pH il va passer très rapidement de quelque chose qui était au départ acide à quelque chose qui devient basique. Ça nous permettait de dire que le volume équivalent, il était compris entre 14 et 15 millilitres, parce que c'est ce qu'on voyait donc dans ce tableau. Alors ensuite, on fait un dosage un peu plus précis pour avoir un peu plus de précision donc au niveau du volume équivalent. Donc on vous redonnait le même tableau, mais avec des valeurs de volume de base ajoutées, qui étaient plus précis entre 14 et 15. Et on voyait ici, que
Le changement de couleur, on vous disait que l'équivalence, c'est quand on va passer par un pH qui était égal à 7. L'indicateur coloré étant vert quand on passe par un pH égal à 7, ben on voyait que c'était ici à 14,2 millilitres qu'on passait de jaune à bleu. C'est à cet endroit-là, donc, qu'on a notre volume équivalent 14,2. Puis, grâce à ça, on peut en déduire quelle est la concentration CA de la solution d'acide, du produit domestique, sachant que à l'équivalence, la concentration d'acide fois le volume de l'acide est égale à la concentration de la base fois le volume équivalent. Donc nous, ce qu'on veut trouver là-dedans, c'est la concentration de l'acide. On fait passer VA de l'autre côté, comme c'est une multiplication de ce côté, de l'autre côté, ça devient une division. Donc pour calculer la concentration de l'acide, il suffit de faire CB fois VE, divisé par VA qu'on a fait passer du même côté. Et on avait toutes les informations. CB, c'est la concentration de la base, 0,01 mol par litre, qu'on multiplie par 14,2, qui est le volume qu'on a trouvé à l'équivalence grâce à l'expérience, divisé par 10, qui est le volume d'acide qu'on a mis au départ dans le bécher. Ça nous donnait 0,0142 mol par litre. Voilà pour ce troisième exercice. Et enfin le quatrième, donc au laboratoire, Paul doit préparer 100 ml d'une solution de sulfate de cuivre à 0,1 mol par litre. Sur le protocole, il est stipulé que pour 1 litre de solution, il faut dissoudre 15,96 g de sulfate de cuivre anhydre. Ça veut dire qu'il n'a plus d'eau. De formule CuSO4. Après avoir cherché, il a malheureusement trouvé que du sulfate de cuivre pentahydraté de formule CuSO4 5H2O. Et donc il voudrait savoir quelle est la masse de cuivre qu'il va devoir prendre et dissoudre dans 100 ml d'eau pour obtenir la solution à la concentration désirée. Alors relevez d'abord l'espèce chimique supplémentaire contenue dans le sulfate de cuivre pentahydraté. On voyait que entre la formule de départ sulfate de cuivre anhydre CuSO4 et la formule de sulfate de cuivre pentahydraté, il y avait ce 5H2O en plus. Ça veut dire que c'est un produit où il y a en plus de l'eau qui est contenue. Donc c'était le produit qu'il fallait préciser ici. Il s'agit de 5H2O, ce qui veut dire que ce produit contient 5 molécules d'eau pour une molécule de CuSO4. Calculer la masse molaire du sulfate de cuivre anhydre. Bon, là c'est toujours pareil. On prend les différents atomes. Donc le cuivre, il y est une fois. Donc on prend une fois la masse molaire du cuivre. Plus le soufre, il y est une fois aussi. Donc plus une fois la masse molaire du soufre. Et ensuite, il y a 4 atomes d'oxygène, donc plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène, ce qui nous donnait, après calcul, 159,6 g par mol. Justifiez alors la masse inscrite dans le protocole de Paul. 159,6 g par mol, donc ça veut dire que pour avoir une mol, il me faut 159,6 g. Moi, comme je veux faire 1 litre à 0,1 mol par litre, ça veut dire que je veux prélever 0,1 mol de sulfate de cuivre. 0,1 mol, c'est 10 fois moins que 159,6, ça faisait 15,96 grammes. Déterminer la masse de sulfate de cuivre pentahydraté à peser pour obtenir la même concentration. Il faut toujours 0,1 mol par litre, sauf que on a vu que dans le sulfate de cuivre pentahydraté, il y a 5 molécules d'eau. En plus, par rapport à l'espèce de départ. Donc, sa masse molaire, c'est 159,6, ça c'est pour le sulfate de cuivre, c'est ce qu'on a trouvé dans la question 2, plus il faut rajouter la masse molaire des 5 molécules d'eau, donc 5 fois, 2 fois 1 pour l'hydrogène, plus 1 fois 16 pour l'oxygène, ça faisait 249,6 grammes par mol. Et comme précédemment, il nous faut seulement 0,1 mol, donc ça fait 24,96, 10 fois moins que 249,6. Et enfin, choisir la masse de sulfate de cuivre pentahydraté à peser pour avoir une concentration de 0,1 mol par litre après dissolution seulement dans 100 ml. Là, on vous disait que dans 100 ml, s'il en faut 24,96 g dans 1 litre, 100 ml c'est 10 fois moins que 1 litre, donc il en faudra 10 fois moins. Donc 24,96 divisé par 10, ça faisait 2,496 g. Voilà.